Alors, si on parle de pédopsychiatrie aujourd'hui, tout de suite les gens sortent les mouchoirs parce que ça va mal et ça va mal, etc. Et c'est vrai que ça va mal, d'accord, ça ne va pas bien. Mais en fait, c'est pire que ça parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait aller mieux. Et c'est surtout ça qui m'embête. Alors, et c'est de ça que je voudrais vous parler. Pourquoi on est bloqué comme ça on sent que tout le monde dit que ça va mal, mais il ne se passe rien. Et donc, vous voyez, quand on est psychiatre un peu systémicien, si tout le monde dit que ça va mal, mais que ça ne bouge pas et qu'on ne peut pas faire bouger, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part. Alors, de mon point de vue, c'est parce qu'on est dans plein de situations complètement paradoxales, et que comme elles ne sont pas éclairées, eh bien, en fait, on est bloqué. Et alors, c'est juste évident, un premier exemple, hein, aujourd'hui, tout le monde dit que les pédopsychiatres sont nuls. Ça a même été dans un rapport de l'IGAS, il faut arrêter la déqualification des professionnels, sans parler de notre prise en charge de l'autisme qui est absolument dramatique. Je fais le discours ambiant, hein. Les associations de parents de patients n'en pensent pas mieux. Les psychiatres d'adultes, en général, c'est la même chose. Les universitaires surtout, même s'il y en a dans la pièce, ils sont des amis, et donc, sauf eux. Voilà, donc on est nul, mais on n'est pas assez, c'est une catastrophe, il faut en former davantage. Alors là, si vous voulez, c'est quand même très curieux qu'il y ait une plainte ministérielle du fait qu'il n'y ait pas assez de pédopsychiatres, mais qu'en même temps on dise qu'ils sont nuls. Donc, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est même intériorisé au sein de la discipline. Et ça, c'est assez fabuleux. Il y a un pédopsychiatre nord-américain très connu, Myron Belfer, qui était le patron de la pédopsychiatrie de Harvard, donc le Mass General Hospital, etc., qui est un copain qui est à la retraite maintenant, qui est un copain que je connais bien, et qui a écrit un papier dans la revue de la World Psychiatric Association, disant, ben en fait, on n'a plus besoin de pédopsychiatres. En fait, ce métier, c'est nul, parce que, ou on prend des psychologues et on les forme pour prescrire des médicaments, et en 6 mois, on peut faire ça sans problème, et ça coûtera beaucoup moins cher, ou on prend des pédiatres et on les forme aux psychothérapies. Et alors, vous pourriez dire, mais pourquoi il dit ça? En fait, c'est Myron est un juif new-yorkais qui a un sens de l'humour typique des juifs new-yorkais, c'est-à-dire avec une espèce de pseudo-dépressivité critique, un peu à la Woody Allen, etc. Et en fait, il pose le problème. Vous voyez ce que tout le monde dit. Il y a plein de gens qui pensent ça. Il y a plein de gens qui pensent que finalement, des psychologues qui pourraient prescrire des médicaments, ça ferait le job. Hein. Alors, et pourtant, dans tous les pays du monde, il y a des pédopsychiatres. Alors, c'est vraiment curieux. Si on pouvait s'en passer, vous voyez, alors il y aurait quand même bien un pays qui aurait fait la tentative de les éliminer et de les remplacer par notre profession. Et puis, donc vous savez qu'en ce moment, aux urgences pédiatriques, il y a beaucoup de pédopsychiatrie, de tentatives de suicide, etc. C'est documenté depuis le Covid, voilà. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'un psychologue ne peut pas accueillir un adolescent suicidaire aux urgences et décider du fait qu'on l'hospitalise ou pas. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et de la même façon, beaucoup d'adolescents sont hospitalisés en pédiatrie. Eh bien, c'est compliqué pour les pédiatres de gérer des adolescents avec des troubles du comportement, des adolescents suicidaires, etc. Pourquoi? Parce qu'un pédiatre est conditionné à la bienveillance universelle et absolue, etc. Et le fait qu'il puisse se suicider, c'est juste impensable. Voilà, il y a une espèce de truc, et on vit ça directement dans le service dont je m'occupe depuis 2 ans maintenant. Il y a vraiment un sentiment de perdition de la part des pédiatres quand ils sont confrontés à des adolescents très difficiles. Et donc on voit qu'effectivement, il y a un métier là, il y a un métier qui a sa place et qui pourtant est absent et déqualifié. Et alors, et ce qui complique en plus, quand je vous dis on intériorise, mais même en France, selon qu'on est
plutôt universitaire, plutôt de l'API, l'Association des psychiatres, en gros des intersecteurs, ou de la JPIJA, des jeunes pédopsychiatres, etc., eh bien, il y a des tensions sur, finalement, qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est très amical, mais quand même. Hein. Mais quand même. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'environnement chaotique, et même avec plein d'injonctions paradoxales, et du coup, c'est figé. Et donc, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous faites de la philosophie, il faut essayer de comprendre, quoi, de dépioter les choses et de se demander pourquoi on en arrive là, et en imaginant que une fois qu'on aura dépioté, mis un peu de sens, peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose. Et donc c'est ce que je vous propose, même si la reconstruction se fera avec beaucoup d'humilité, parce que si c'était si simple que ça, on l'aurait déjà trouvé. Alors, la proposition que je vais vous faire, c'est une première proposition, c'est qu'en fait, ce problème qu'on a là, en fait, c'est un problème que l'on rencontre dans la médecine en général aujourd'hui, et c'est juste exacerbé en pédopsychiatrie. Et alors, quel est ce problème? Pour moi, ce problème, c'est qu'il y a une incongruence entre les représentations de l'humain sous-tendues par la médecine et les représentations de l'humain implicites à nos sociétés. Et ça se voit très bien, je suis sûr que vous avez des proches qui ont eu un cancer et qui ont été en centre anticancéreux et qui reviennent et qui disent « mais ils ne se sont pas occupés de moi ». Alors que s'ils disaient ça au médecin, ils diraient « on n'a fait que ça, on a passé notre temps à s'occuper de vous et vous dites que vous êtes pas occupé, qu'on ne s'est pas occupé de vous ». Oui, mais on ne parle pas du même vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très compliqué. Hein. Et donc c'est juste, c'est une situation paradoxale, où les soignants s'occupent manifestement des patients, et les patients ont l'impression qu'on ne s'est pas occupé d'eux. C'est un paradoxe. Et ce paradoxe conduit à des tensions dans notre système de soins. Vous voyez, par exemple, vous êtes au courant que de plus en plus de nos concitoyens vont chercher des soins au niveau de soignants non conventionnels. Eh bien, je pense qu'un élément d'explication vient de ça aussi. Alors, et il y a une prise de conscience de ça. À l'Académie de médecine, on a un groupe de travail en ce moment sur l'irrationalité en médecine, en lien avec tout ça. Et effectivement, des gens commencent à avoir conscience de ça avec des propositions de solutions, moi qui m'ont resté pantois. Et des gens, à la fois des médecins de grande qualité avec beaucoup d'humanité et des sociologues qui me disent c'est foutu, il faut une division du travail. Concept de la sociologie, c'est-à-dire que vous les médecins, vous allez être derrière votre ordinateur faire des IRM et prescrire des chimiothérapies, et puis les gens, pour trouver du sens, ils iront voir d'autres personnes qui seront spirituellement compatibles. Voilà, division du travail. Et donc là, je pense qu'il y a urgence de discuter de tout ça, parce que je ne suis pas sûr du tout que la division du travail dans la médecine, ça soit la bonne solution. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, là, moi, il y a un truc qui me révolte. Alors, un autre symptôme aussi que j'ai vu récemment, figurez-vous que les chirurgiens ont le même problème. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien comparer la chirurgie à la psychiatrie, parce qu'en fait, finalement, c'est pas des soins industriels. Chaque abdomen, chaque thorax est un thorax particulier, et nous, chaque patient est un patient particulier. Et ils ont des surprises quand ils ouvrent, c'était pas comme prévu, etc. Et l'évidence-based médecine en chirurgie, vous êtes au courant, hein, c'est pas très clair. Hein. Et donc, nous, on est un peu pareil, sauf que eux, personne ne leur dit jamais rien. Hein. Ils ont viré des dizaines de milliers de prostates à des cancers de la prostate qui en fait ne demandaient rien à personne. Et nous, si on fait la même chose, on est cloué au pilori. Donc pourquoi il y a une telle tolérance par rapport aux chirurgiens et pourquoi il n'y a absolument pas de tolérance par rapport à la psychiatrie? Je me rends compte que finalement, on s'y retrouve. On pourrait se dire, les chirurgiens, en fait, c'est simple, quoi. Il y a une appendicite ou il y a une tumeur colique, voilà, ils ouvrent, ils enlèvent la tumeur, ils referment, c'est fini. En fait non, parce que il y a la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire qu'on soigne avec un bistouri une maladie de société. Ça les interroge.
ça les interroge. Et de la même façon, moi j'ai un collègue orthopédiste qui est maintenant à la retraite, qui me disait, juste avant de partir à la retraite, qu'il passait le plus clair de son temps en consultation à expliquer aux patients pourquoi il ne fallait pas les opérer. Parce que pour beaucoup de patients, la chirurgie est vue comme une intervention magique. Je vais mal et avec un coup de bistouri qui va ouvrir, ça va aller bien. Et il y a beaucoup de tentations pour les chirurgiens d'aller ouvrir, puisque c'est leur job, quoi, hein, c'est leur truc, ils ouvrent et ils referment, et puis il y a un effet placebo, hein, il y a un effet placebo en chirurgie qui est bien connu, et donc finalement ils vont bien. Donc, mais ça dure qu'un temps. Et donc les chirurgiens s'interrogent sur leur discipline. Il y a un congrès là, le 12 septembre prochain à l'Académie de chirurgie sur la chirurgie et le métier de chirurgien, une révolution en cours. Et c'est pas que la cystoscopie, c'est juste comment ils doivent faire face aux demandes de la société. Donc on voit que il y a un problème là, et ce qui se passe c'est que en fait globalement il y a un déni de ça. On le sait quelque part, oui c'est vraiment un déni. On le sait qu'il y a ce problème, on le sait qu'on ne s'occupe pas assez des gens dans les hôpitaux, tout le monde le sait, mais on l'oublie tout de suite. Enfin, en général pas les soignants, mais l'élite, quoi. Ah ouais, mais bon, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, quoi. Voilà. Et donc, du coup, vraisemblablement, comme en pédopsychiatrie, en fait, on ne peut pas passer à côté de ça. Et on ne peut pas être dans le déni qu'il y a des sujets. On ne peut pas être dans le déni que l'individu est autre chose que ce que la science dit. Parce que, si je reprends l'exemple de la tentative de suicide d'un adolescent aux urgences, c'est le bazar. C'est une espèce... Il y a le corpus théorique qui permet d'expliquer le bazar que j'ai en face de moi, c'est une espèce de saupoudrage de tout un tas de trucs dont on essaie de récupérer les bouts pour essayer de le faire du mieux qu'on peut. Mais c'est tout, et donc on est bien obligé de constater que c'est compliqué. Et donc, quand on dit, voilà, nous c'est compliqué, on ne peut pas faire comme vous voudriez, avec des cadres carrés, etc., on nous dit non, non, parce que c'est insupportable, parce qu'en fait, pour tout, c'est un peu pareil que ça. Alors, ok, on pourrait s'arrêter là et dire, d'accord, il y a une incongruence entre les représentations. Alors, comme on a un peu de temps, on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi il y a cette incongruence? Et puis comme vous faites de la philosophie, on peut creuser un peu loin, et je pense qu'en fait, ça vient d'une coexistence de discours mythologiques en contradiction. Alors un discours mythologique, c'est un discours que la société porte pour expliquer ses origines et ce que sont les humains. Voilà. Et on a des discours comme ça. Tout à l'heure, on a vu des discours, il y avait les genres, il y a un discours mythologique sur le genre, qui est de notoriété publique. Et donc, aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a une cohabitation entre un discours mythologique rationnel et un discours mythologique irrationnel. Alors là, je fais très attention au mot rationnel, parce que immédiatement, si on prononce le mot rationnel, les gens pensent qu'il y en a un qui est logique, qui est bien, qui est scientifique, l'autre qui est mal, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Encore une fois, puisque vous faites de la philosophie, allez voir la Stanford Encyclopedia of Philosophy à l'article rationalité, vous verrez qu'il y a 7 définitions, que c'est très compliqué, etc. Donc je ne vais pas rentrer du tout dans le détail. C'est une rationalité métaphorique, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, vous avez des gens dans la vie qui aiment bien voir les choses de façon carrée, expliquée, claire, et où on fait des expériences, et on dit que ce sont des faits, et qu'on agit en fonction des faits que l'on a observés, etc. Et puis vous avez des gens qui sont un petit peu olé olé, qui diront les faits, mais enfin bon, voilà. Et donc les premiers, je les appelais rationnels, les deuxièmes, je les appelais irrationnels, mais bien entendu qu'on a besoin des deux, bien entendu qu'on a besoin des deux. Et il y a des situations où les premiers marchent mieux, et d'autres où les seconds marchent mieux, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il n'y a pas d'aspect péjoratif, ni à être irrationnel, ni à être rationnel, pas du tout. Alors, la mythologie rationnelle, rentrons dans le détail, c'est quoi? Alors il y a 2 gros mots qui ont un sens compliqué, sur lequel je glisserai vite, lumière et modernité, vous voyez ce que je veux dire, les lumières et la modernité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se représente comme l'homme comme étant libre, autonome,
qu'il a des droits, il y a une universalité du sujet, il y a de la rationalité. La rationalité, c'est important, c'est-à-dire le principe de non-contradiction, et puis l'acquisition de savoir, de faits, et puis avec ça, il y a du progrès. Donc c'est un peu la vulgate de la modernité, et puis la science quand même est beaucoup structurée autour de ça. Alors, et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui disent, ben oui, ben ça c'est bien. Et c'est bien pourquoi? Ben parce que c'est vrai quand même qu'il y a eu du progrès, en médecine en particulier. Grâce à cette façon de voir le savoir et de construire le savoir médical, c'est quand même mieux, si on a un cancer, de se faire soigner dans un centre anticancéreux aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Il n'y a pas photo. Et même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il n'y a pas photo non plus. Donc bravo. Bravo à la rationalité. Alors, elle se niche où? Beaucoup chez les médecins universitaires, qui sont un peu les prêtres de la mythologie rationnelle médicale. Et puis au niveau des sphères étatiques, la Direction générale de la santé, etc., la Haute Autorité de santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie, etc., on promeut un savoir rationnel. Un médecin qui n'est pas rationnel, ça n'est pas possible. D'ailleurs, un soignant qui n'est pas rationnel, ça n'est pas possible. La rationalité, c'est bien. Et d'ailleurs, comme ça, tout s'explique. Qu'est-ce qu'un malade? C'est quelqu'un qui a une maladie. Qu'est-ce que c'est une maladie? C'est un ensemble de symptômes avec une étiologie, ou plusieurs, mais une étiologie, et qui permet de déterminer un traitement. Comme ça, pour tous les gens qui ont la même maladie, on donne le même traitement. Et c'est rationnel. Et d'ailleurs, on fait comme ça. Et souvent, ça marche. Hein. Et puis, c'est quoi être en bonne santé? Ben, c'est ne pas avoir de maladie. Alors, vous me direz, oh non, la santé, c'est l'OMS, etc. Dans la tête de la plupart des médecins, être en bonne santé, c'est pas l'état de bien-être, machin, etc. C'est de ne pas avoir de maladie. Quand vous n'avez pas de maladie, vous êtes en bonne santé. Et puis voilà, hein, c'est tout. Alors, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la mythologie rationnelle, elle conduit à quoi? Ben, elle conduit au fait qu'il y a des neurosciences, hein. Il y a le DSM, il y a les RDoC, hein, peut-être que vous connaissez, c'est critériographie neurobiologique, il y a de l'évidence-based médecine, et du coup, il y a des constructions rationnelles de maladies comme les troubles du neurodéveloppement. Là, on a des troubles qui reposent sur des concepts neurobiologiques et sémiologiques, et il y a quelque part derrière un élément de rhétorique forte, carrée, puissante et rationnelle. Et puis, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ben, nous avons les recommandations de la Haute Autorité de santé qui s'appuient sur la rationalité, la revue de la littérature, ce qui est prouvé. On a des centres experts, ce sont des experts, donc ce qu'ils font c'est rationnel puisqu'ils sont experts. Et les étiologies des maladies, en général, sont biologiques. Alors, il y a eu pendant un temps, on parlait beaucoup de génétique. Nos maladies étaient en fait génétiques, donc les psychanalystes avaient raconté que les conneries, et ils en ont raconté, bien entendu. Et en fait, c'était génétique. Et puis, on s'est rendu compte que ça n'était pas complètement aussi simple que ça. Et donc, on a inventé, alors ça, pour des philosophes, c'est extraordinaire, le concept d'épigénétique. C'est extraordinaire parce que c'est un pur effet de rhétorique. Hein, c'est quand l'environnement modifie ce qui se passe à l'intérieur des cellules, comme du coup ça appartient plus aux généticiens, ben on dit que c'est de l'épigénétique. Comme ça, on prononce quand même le mot. Hein, c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Et qu'est-ce qu'on se sent fort quand on dit le mot épigénétique, hein. On l'entend même sur France Culture ou France Inter. Hein. Ah non, mais on a trouvé maintenant, c'est épigénétique. En fait, ça veut juste dire que c'est l'environnement qui agit sur l'intérieur de la cellule, c'est tout. Et l'environnement, ça peut être la religion. Hein. Donc la religion, c'est de l'épigénétique, quoi. Donc c'est de la rhétorique. Et ça conduit à des situations, moi, une situation qui m'a surpris, c'était au congrès de l'ESCAP, l'Association européenne de pédopsychiatrie, il y a quelques années de ça, il y avait un symposium sur les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie mentale. Et donc on parlait des différentes facettes, et le collègue allemand m'avait
proposé d'apporter un regard des sciences humaines et sociales sur l'anorexie mentale. Je disais que, et d'ailleurs pour moi c'était juste une évidence, que bien entendu que l'image du corps de la femme dans la société avait une influence sur le fait que les jeunes femmes veulent maigrir. Ça me semble... Alors, vous pourriez me dire, ça c'est une opinion, c'est pas scientifique, mais il y a des études qui le montrent. Hein. L'île de Curaçao était une colonie néerlandaise. Il y a eu une étude épidémiologique qui a montré que sur l'île de Curaçao, il n'y avait pas d'anorexie mentale, et que quand ils migraient aux Pays-Bas, la génération suivante, il y avait la même prévalence d'anorexie mentale que dans le Pays-Bas en général. C'est donc bien que la société a eu un impact, pareil sur les îles Fidji, avant il n'y avait pas de télé, au moment où il y a eu la télé, 2 ans après, il y avait de l'anorexie, alors que 2 ans avant, il n'y en avait pas. Donc c'est que quand même ce qui se passe et ce qui est véhiculé, puis entre nous, c'est juste une évidence, enfin, moi je trouve. Eh bien, la collègue qui est une grande spécialiste de l'anorexie mentale, alors plutôt versant biologique, quand j'ai dit ça, m'a dit « Mais vous ne pouvez pas dire ça. L'anorexie mentale est une maladie qui a une étiologie purement biologique. » Et c'est prouvé, d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila, elle était anorexique, donc ça existait depuis toujours, c'est indépendant de la société. Vous voyez un peu le niveau Et donc là, on rentre dans l'intégrisme rationaliste. C'est-à-dire que le discours mythologique structure tellement la personne que la personne est enfermée dedans. Et c'est là que vous voyez que la rationalité n'a pas forcément que du bon, si on la prend comme ça au premier degré. Alors, aujourd'hui, il y a un courant qui dessine une issue à la pédopsychiatrie et qui s'inscrit dans cette perspective de mythologie rationnelle. C'est un courant qui voudrait que le pédopsychiatre soit un expert et qu'il fournisse des prestations d'expertise. Voilà. Donc on va y revenir en conclusion. Hein. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a des pays où c'est en train de s'organiser comme ça. Donc c'est pas complètement en l'air, quoi. Hein. Ça, et ça pourrait donc nous arriver. Alors ça, c'est la mythologie rationnelle. Alors après, il y a la mythologie irrationnelle. Alors la mythologie rationnelle, le mot-clé qu'il y a derrière, c'est postmodernité. Alors d'où ça vient? Alors je sais que le mot est critiqué, etc., mais bon, les philosophes, ils aiment bien se critiquer, c'est bien, hein, mais quand même, le mot, il existe et il est utilisé par des gens. Alors ça vient d'où? Ben, ça vient de ce que j'ai vu, hein, qu'il y a eu 3 philosophes du soupçon, à la fin du 19e siècle, qui ont dit que la rationalité, alors on les cite, hein, Nietzsche, Marx et Freud, qui disent que ben, tout ce discours de mythologie rationnelle, de modernité, en fait, ça ne marche pas. Donc Nietzsche dit, je n'ai jamais lu un texte de Nietzsche, je vous dis juste ce qu'on dit de lui. Hein. Nietzsche dit, ben, il n'y a pas de vérité absolue, ça n'existe pas, donc de toute façon l'universel ça n'existe pas, et donc de toute façon la vérité scientifique ça n'existe pas, voilà. Marx il dit, ben, l'universalisme ça n'existe pas, il y a des classes sociales, donc en fait on n'est pas pareil. Et puis Freud il dit que, eh ben en fait, la rationalité, le savoir, c'est compliqué parce qu'on a un inconscient et parfois on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et donc ça, c'est compliqué parce que c'est une aporie. Si on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, pourquoi on les fait? Alors c'est que, etc. Et donc du coup, le sujet humain est paradoxal et donc du coup, il n'y a pas de rationalité dans le fond. Je résume tout ça et les 3 ont eu un effet quand même assez fort. Ça a ébranlé le XXe siècle. Et surtout qu'au même moment, il y a eu une disparition des grands récits, on dit les méta-récits, qui structuraient la société. Donc, Dieu aujourd'hui, qui était un grand récit, n'a plus tellement d'action en hausse. La science, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et puis maintenant il y a le climat, c'est pas non plus un truc qui emporte l'enthousiasme et l'adhésion de tout le monde. Et puis avant, on avait la première chaîne de télévision qui était le méta-récit laïque et non scientifique qui structurait la société, mais aujourd'hui, on est bien d'accord que chacun regarde son petit truc chez lui, etc. Donc il n'y a plus de méta-récit, et donc, ben voilà, on est dans une autre forme de société qui s'est décomposée sous l'effet de multiples prismes. Et donc aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation précédente, la question des identités, des singularités, c'est-à-dire avec la modernité, on est autonome, avec la postmodernité,
on a une identité et on est singulier. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La question de la domination des classes et des genres, etc., devient absolument centrale. Alors qu'avec la modernité, c'est pas tellement le problème. Et puis, on est anti beaucoup de choses. On est anti la réalité. La réalité, c'est quoi? Anti-vérité, anti-progrès scientifique, et puis anti-inné, en fait. L'homme est une pure construction sociale. Alors, là aussi, pour faire de la réflexivité, pendant longtemps, j'ai été un fort adhérent de la mythologie rationnelle. Parce que j'ai été formé comme un scientifique quand j'étais jeune. Et puis, à force de regarder des patients et de parler avec mes collègues, j'ai dérivé au cours du temps, et je suis en train de transitionner. Je suis en train de transitionner. Alors, en médecine, où est la médecine postmoderne? Eh bien, elle est à l'OMS. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Pourtant, c'est le nez au milieu de la figure. L'OMS est une institution de médecine postmoderne, et pas du tout moderne. D'ailleurs, la définition de la santé de l'OMS est une définition postmoderne, complètement. Un état de bien-être total, physique, mental, etc. Complètement absurde, ça n'a aucun sens rationnel, c'est juste impossible. Hein, c'est juste impossible, un état de bien-être total, etc. Mais on le présente quand même, et bien sûr que c'est une position antimédicale. Et la position antimédicale, c'est une position anti-pouvoir patriarcal, etc. Bien entendu. Et l'OMS s'est complètement inscrite là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il était inacceptable. Et d'ailleurs, moi, je suis en partie d'accord avec l'OMS. Hein. Il n'était pas acceptable que des médecins, en particulier des hommes, souvent âgés, décident de tout un tas de produits qu'on allait donner aux patients pour qu'ils aillent mieux. C'était pas normal. Il fallait que les sociétés se l'approprient. Et donc ça, c'est l'empowerment, c'est de la postmodernité. Le handicap vu par l'OMS, incompatibilité entre la société et le sujet. Je vais mal parce que je ne suis pas inclus. Ben, ça, c'est postmoderne. Hein. L'inclusion, c'est de la postmodernité. Et puis alors là, il y a un truc qui est en train de se dessiner et qui va être une catastrophe absolue. Sous pression de la Chine, il paraît, c'est la reconnaissance des médecines traditionnelles comme étant équivalentes aux médecines occidentales. Vous voyez, il n'y a pas de vérité, tout se vaut, toutes les médecines se valent. Et alors là, vous imaginez la catastrophe que ça représente, parce que si on fait un arrêt cardiaque, et qu'on met des aiguilles d'acupuncture ou de l'huile de la médecine ayurvédique, ben ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, là aussi, la mythologie rationnelle, ça a ses limites. Mais les mythologies rationnelles en médecine, ça a ses limites aussi. Alors en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, est-ce qu'on est confronté à la postmodernité? Ben, on a quand même eu la psychanalyse. La psychanalyse, c'est postmoderne, hein. C'est dans ses gènes. Hein. Et plus généralement, on a la psychopathologie de la complexité. C'est-à-dire, le rationnel n'aime pas tellement la complexité, parce que la complexité, c'est le bazar, quoi. On n'y comprend rien, voilà. Et or, en pédopsychiatrie, on a de la psychopathologie de la complexité, parce que la réalité est complexe. Voilà. Donc, on est bien obligé de penser la complexité, et donc on est bien obligé, parfois, d'utiliser la phénoménologie, par exemple, la psychopathologie, etc. Alors, l'inclusion, l'empowerment, le rétablissement, ce sont des concepts postmodernes, et ce sont des concepts qui, en ce moment, sont portés par beaucoup de pédopsychiatres, et d'ailleurs je trouve avec un réel intérêt. Le diagnostic en pédopsychiatrie, alors on l'a vu tout à l'heure pour la dysphorie de genre, qui n'est plus un diagnostic qui est une identité, mais aujourd'hui l'autisme est une identité. Aujourd'hui, de la même façon que des jeunes disent « Bonjour, je viens vous voir, je suis dysphorique de genre », maintenant on a des patients qui viennent et qui disent « Bonjour, je viens vous voir, je suis autiste ». Voilà, il y a un mouvement postmoderne de démédicalisation du diagnostic pédopsychiatrique. Alors, l'origine sociale des maladies, c'est typiquement une position postmoderne. Et puis, le fait que donc, pour certains collègues, le pédopsychiatre est un acteur social.
est complètement impliqué dans la vie de la société. Ce qui est entre nous une vraie question. C'est une vraie question. Et on n'est pas tous d'accord là-dessus. Alors, et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, hein, vous avez bien, vous comprenez bien. Je décris ce que je vois et de mon point de vue, on va voir. Donc le challenge maintenant, c'est comment reconstruire, partant de tout ça. Comment on reconstruit? Alors, d'abord, je crois que la première phase, c'est qu'on en discute ensemble. Est-ce que c'est bien ça, dans ça qu'on vit aujourd'hui? Et si c'est dans ça qu'on vit aujourd'hui, ben il faut l'accepter. Parce que si la société est dans une superposition de mythologie rationnelle et irrationnelle, ce que je crois qu'est la réalité, et d'ailleurs l'épidémie de Covid l'a montré, eh bien si c'est ça, nous, on ne va pas changer la société. Hein. Donc il faut l'accepter comme elle est, et donc il faut proposer des soins qui soient en résonance avec la société. À mon avis, c'est du bon sens. Bon, alors, mais du coup, ça va être compliqué, parce que penser des soins, vous voyez, sur des perspectives de discours mythologiques qui sont en contradiction, c'est compliqué. Alors, il y en a qui tentent de le faire avec ce qu'on appelle la médecine intégrative, ou donc la pédopsychiatrie intégrative. De base, je ne suis pas tellement chaud pour ce genre de truc, parce que, si vous voulez, quand on dit qu'il y a tout, en général, il n'y a rien, quoi. C'est un peu tiède, un peu consensuel, et voilà. D'un autre côté, entre la division du travail, où il y a les médecins derrière l'ordinateur et les gens qui vont chercher du sens avec un alter ego qui a la même spiritualité, ça, et puis la médecine intégrative, j'ai vite fait mon choix. Hein. J'ai vite fait mon choix. Donc, eh ben, je change de point de vue. Je pense que il faut militer quelque part pour une pédopsychiatrie intégrative. Je pense que, compte tenu de la gravité du moment, il faut oser prononcer le nom et puis essayer de donner de la chair à ça, quoi, et que ça ne soit pas un truc tiède. Alors, un autre point, c'est que on ne peut pas construire une pédopsychiatrie sans prendre en considération les attentes de tout le monde. Des familles, de la société, des soignants qui ne sont pas pédopsychiatres, des enseignants, et des politiques, et des pédopsychiatres aussi quand même. Et donc, la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a décidé le 23 avril 2024, c'est le jour de la santé mentale des enfants, le mondial, et donc il y aura les assises de la refondation de la pédopsychiatrie, où nous allons commencer, à partir de septembre, à envoyer des courriers à toutes les institutions potentiellement concernées par la pédopsychiatrie, de leur dire qu'est-ce qu'elles attendent de la pédopsychiatrie et là-dedans, qu'est-ce qu'elles voient de la place du pédopsychiatre. Et puis on essaiera d'en faire une synthèse, on en discutera entre nous, pédopsychiatres et disciplines associées, et puis on le restituera. Et ça, alors vous pourriez me dire, normalement, ça serait à l'État de faire ça. Et alors c'est là qu'on voit un nouveau paradoxe du fonctionnement de l'État, c'est qu'il y a eu des assises de la psychiatrie qui étaient complètement horizontales. Il y avait des assises de la psychiatrie sans psychiatre, c'était complètement postmoderne, sauf que c'était orthogonal à la position épistémique du ministère de la Santé, qui est complètement rationnelle et qui est complètement moderne. Et donc ils organisent un truc postmoderne, et ils font un fonctionnement complètement moderne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Parce que les conclusions sont complètement incompatibles avec ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils ne font rien. Et donc là, du coup, nous nous approprions, nous, société savante, la question de l'avenir de la pédopsychiatrie. Bon, alors je ne vais pas vous renvoyer à dans un an. On peut quand même essayer de planter un peu le décor de quelques points sur lesquels on pourrait construire les bases de ça. Alors, première question que je vous pose, après tout, pourquoi un pédopsychiatre doit-il être médecin? Ça coûte cher, c'est long à former, et puis à quoi ça sert d'apprendre tout un tas de trucs bizarres pendant les études de médecine pour s'occuper des états limites ou des TOC, etc., quoi.
Et donc, même s'il y en a dans tous les pays, peut-être que c'était pas une bonne idée. Eh bien, en fait, si, mais encore faut-il le dire, et encore faut-il le comprendre pourquoi. Et ça, et en fait, c'est assez profond, et c'est presque un peu tabou. Vous savez qu'il y a un sociologue que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il a fricoté avec la psychanalyse, qui s'appelait Norbert Elias, qui a parlé du monopole de la violence. Il a dit que les sociétés, quand elles se civilisaient, alors ça, par les temps qui courent, ce que je vais dire est un peu dérangeant, mais donc que les sociétés civilisées délèguent à l'armée et à la police l'usage de la violence. Donc nous n'avons pas le droit d'être violents, absolument pas, sauf par légitime défense, mais la police et l'armée a le droit d'utiliser la violence, ils sont armés, etc. Eh bien on oublie que les médecins sont aussi légitimes d'utiliser de la violence. Quand un chirurgien thoracique fait une thoracotomie, ben c'est de la violence. Quand vous prescrivez des séances de radiothérapie ou une chimiothérapie anticancéreuse, c'est de la violence, c'est de l'empoisonnement, littéralement. Mais c'est de la violence dans le but de sauver les gens et de soulager leur souffrance. Donc nous avons une légitimité, une autorité sacrée que la société nous donne de pouvoir utiliser de la violence, mais dans l'intérêt des gens à qui on veut exercer cette violence. Donc la chirurgie, la prescription médicamenteuse et le diagnostic. Le diagnostic, poser un diagnostic, vous savez, c'est quelque chose, d'ailleurs même c'est dans la loi, c'est même très bizarre puisqu'en France, vous savez qu'un ou une psychologue ne peut pas poser un diagnostic parce que le diagnostic appartient aux professions médicales, dentistes, sages-femmes et médecins, et que, or, le diagnostic peut être une forme de violence symbolique. L'annonce d'un diagnostic peut, d'ailleurs ça a même été étudié dans les essais randomisés, on pourra en discuter plus ou moins. Enfin, ce que je dis est à moitié vrai seulement, mais les essais randomisés existent quand même. Alors, bien sûr, pourquoi c'est tabou ça? Ben parce que le fait que les médecins soient légitimes pour exercer une forme d'autorité violente, vous imaginez que dans un monde où il y a un brin de mythologie postmoderne, c'est juste inacceptable. Quand on dit aujourd'hui que le médecin peut exercer une forme d'autorité, c'est pas audible, surtout que dans l'imaginaire collectif, le médecin est un homme âgé, alors que c'est démographiquement faux aujourd'hui. Mais c'est une réalité au niveau de l'imaginaire. Et donc du coup, c'est très difficile à dire. D'ailleurs, c'est même difficile d'en parler avec les internes, qui voient dans leur pratique qu'en fait, ils font ça. Par moments, ils ont des positions d'autorité, mais on ne leur a jamais dit que, en fait, la société, en fait, on les a formés pendant 10 ans à être légitimes pour exercer cette autorité. C'est pour ça qu'il faut tant de temps. Et c'est pour ça que les autres métiers ne peuvent pas le faire, parce que ça s'apprend. On apprend, on est externe, on va aux urgences, on voit comment on parle à la grand-mère qui ne veut pas être hospitalisée. On lui dit, mais madame, vous n'avez pas le choix, si vous rentrez chez vous, ça ne va pas bien se passer, on va vous garder 3 jours aux portes, etc. C'est de l'autorité. Et c'est dans le bien des gens. Et tout le monde est d'accord, même si dans la loi, en fait, on ne devrait pas faire ça. Mais on le fait quand même. Alors, or, en pédopsychiatrie, par moment, il y a besoin d'autorité. C'est la réalité, hein. C'est la réalité. Par moment, aux urgences, par moment, avec des familles, il faut dire stop, ça déconne. Ça, on peut pas accepter. Récemment, une maman, enfin, une famille très compliquée, dissociée, avec 2 enfants hyperactifs, 2 garçons, etc. On parle, et puis, au cours de la conversation, la mère dit, ah mais t'exagères tout le temps, mais toi aussi t'exagères. Ah oui, oui quand même, avant-hier, ton mec il m'a fait boire une demi-bouteille de whisky pour me punir parce que j'en avais bu en cachette. Dans ces cas-là, on dit non. Voilà, on dit non, on se fâche et c'est pas de la bienveillance universelle, etc. On fait œuvre d'autorité parce que l'enfant en a besoin. Il a besoin d'entendre que je dis que ça n'est pas bien. Et il va voir que sa mère a conscience que ça n'était pas bien. Et il va voir que tout le monde l'a vu. Voilà, c'est thérapeutique, ça fait partie de notre job. Alors bien sûr, le risque, c'est l'abus de l'autorité. Et là, je pense aussi que c'est pas assez verbalisé. C'est que, oui, il faut dire que les psychiatres ont une forme d'autorité. D'ailleurs, les psychiatries d'adultes, c'est manifeste. Hein,
l'hospitalisation sous contrainte, que nous, on n'a pas de la même façon. Et donc, oui, il y a de l'autorité, il faut le dire, il faut le reconnaître, mais il faut reconnaître que parfois, il y a des abus d'autorité. Et que parfois, la société est ambivalente. Par exemple, très régulièrement, les médias nous demandent, voilà, par exemple, alors, à la Société française de pédopsie, on reçoit systématiquement plein sur WhatsApp, on aurait besoin d'un psy pour nous parler de, voilà, alors je fais des vidéos YouTube pour expliquer la sexualité aux enfants de 3 ans, on aurait besoin d'un pédopsychiatre à interviewer. Ben non. Non, mon métier, c'est pas ça. J'ai une idée là-dessus, mais je n'en parlerai pas parce que mon statut social ne me donne pas la légitimité de parler de ça. Et pareil, quand un enfant agresse, etc., on me demande sans arrêt, mais alors pourquoi a-t-il fait? Non, je ne vais pas répondre à votre question, je n'ai pas de légitimité. Ce n'est pas là que mon autorité est légitime. Mais vous voyez, mais c'est pas, même au sein de la profession, ça n'est pas si clair que ça. De quand a-t-on le droit de parler? De quoi a-t-on le droit de parler? Où a-t-on? Puisque la société attend de nous un discours d'autorité, mais on a le devoir de sanctuariser quelque part ce discours d'autorité. Donc, premier point, oui, le pédopsychiatre a besoin d'être médecin. C'est une question quasiment anthropologique parce que nous avons légitimité à user de violence sur les sujets. Alors, après, faut-il avoir une vision extensive ou restrictive de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent? Ça, c'est une vraie question mondiale. Alors, ce que je vois, c'est que les sociétés savantes aujourd'hui, l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, l'Association européenne, sont pour une extension du monde du rôle de la pédopsychiatrie avec la santé mentale. Et donc, leur pitch, c'est il faut que tous les enfants du monde, tous les enfants d'Europe aient une bonne santé mentale, quelle que soit leur origine, etc., etc., etc. Alors, quand on le lit comme ça, c'est super cool, et tous les enfants vont être heureux, et c'est bien. Mais est-ce que c'est de la pédopsychiatrie, est-ce que c'est du ressort de la pédopsychiatrie de faire que tous les enfants de la planète soient heureux? Je crois pas. Voilà, je crois pas. Je crois pas. Alors, je comprends ce que disent mes collègues. Hein. C'est leur métier, c'est leur vie. Ils dédient leur vie à faire que les enfants aillent bien, donc ils veulent que tous les enfants aillent. Ça part d'un bon sentiment, mais en termes épistémologiques, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'à ce moment-là, ben d'abord, on n'est pas légitime pour décider du bonheur des enfants, c'est pas à nous de faire ça, et puis parce qu'après, après, on se dilue dans un truc, et nos patients qui en ont le plus besoin, ben en général, c'est eux qui ont le moins de ressources. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le dispositif Mon Psy. Vous savez, la possibilité d'accéder aux psychologues, etc. C'était valable pour les patients et les enfants qui étaient légers à modérés. Mais les sévères n'y avaient pas accès. Ce qui est quand même encore une autre situation paradoxale, complètement folle. Donc, est-ce qu'on a raison comme ça d'étendre le domaine de la pédopsychiatrie? Bon, c'est une question ouverte. Je suis assez minoritaire dans ma position. Mais je pense qu'elle est bonne, voilà, c'est comme ça. Mais je suis prêt à changer d'avis. Hein. Alors après, est-ce que les pédopsychiatres doivent s'occuper de santé mentale? Alors ça paraît une tautologie, mais vous avez à Lyon une philosophe spécialisée dans l'épistémologie du concept de santé et de santé mentale, donc je ne vais pas en dire davantage, mais vous avez sûrement dû voir que le concept de santé, c'était quand même très compliqué, qu'il y avait plein de gens qui le définissaient de façon différente, et que le concept de santé mentale, c'est encore pire. Hein. Et puis qu'en général, quelle que soit la perspective épistémique ou épistémologique du concept de santé mentale, eh ben, moi je trouve que ça n'a jamais grand-chose à voir avec la psychiatrie. Que vous preniez la définition de l'OMS, bien-être, réalisation de soi, fournir un travail productif, qu'est-ce que ça a à voir avec la psychiatrie? Que vous preniez la définition qu'on peut tirer de Canguilhem, la capacité à surmonter ce qui peut mettre en danger la vie. Donc capacité cognitive, à surmonter ce qui peut mettre en danger la vie. Donc la santé, c'est quand je suis capable de faire ça.
si vous voulez, ce que je vois au quotidien, c'est quand même pas ça, quoi. Je vois des gens qui souffrent, enfin, je vois des enfants qui souffrent, je vois des enfants stigmatisés à l'école, je vois ça, quoi. La capacité à surmonter, à mettre en danger sa vie, oui, d'accord, mais c'est... alors, bourse, capacité fonctionnelle au-dessus d'un niveau typique qui est le design d'espèce. Donc ça, c'est... donc effectivement, on aurait des capacités fonctionnelles cognitives qui seraient typiques chez l'humain et qui permettraient comme ça de continuer à nous reproduire, et que quand on n'a pas ça, alors on n'a pas une bonne santé mentale. C'est intellectuellement assez stimulant, mais ça n'a rien à voir avec d'autres métiers. Oui. Enfin, moi, je ne m'intéresse pas à ce que mes patients aient une capacité au-dessus d'un certain seuil qui leur permettrait de répondre au design d'espèce. Alors vous me direz, quand les patients en retard mental, on va faire une rééducation, etc. C'est quand même... Non, franchement, je pense que même sans être provocateur, il faudrait dire une fois pour toutes que la psychiatrie n'a rien à voir avec la santé mentale. Voilà, ça simplifierait beaucoup les choses. C'est peut-être sûrement excessif, on a des zones de rencontre, mais ça simplifierait beaucoup les choses. Et les répartitions des budgets. Alors la question de la division du travail, faut-il diviser le travail? Alors il y a des pays, je pense pas trop me tromper en parlant du Canada, où en fait le pédopsychiatre va s'occuper des patients en hospitalisation ou alors en soins intensifs. Il va suivre des patients, mais très espacés, avec des consultations médicales tous les 3 mois, ou pour gérer les médicaments et pour faire de la prévention secondaire, pour voir s'il n'y a pas des rechutes ou des trucs comme ça. Et puis sinon, il donne des avis d'experts. Donc voilà, il y a le médico-social, ils n'appellent pas ça comme ça, mais c'est un peu ça. Le médico-social dit, ah, on a un patient, on a un petit jeune, on voudrait un avis pédopsie. Et alors là, c'est super carré. Ça dure 1h30. C'est payé à l'hôpital, c'est remboursé par la sécurité sociale 700 €, une consultation. Je vois les collègues pédopsies qui sourient. Ah oui, ça change la vie, si vous voulez. En termes de déqualification, là, c'est pas pareil. Quand vous savez que votre consultation, finalement, l'hôpital va gagner 700 € avec, le directeur de l'hôpital, vous ne lui parlez pas de la même façon. Donc, mais alors, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement protocolisé. Vous devez proposer un diagnostic, expliquer pourquoi vous écartez tel diagnostic, pourquoi vous portez tel diagnostic, etc. C'est de la clinique sémiologique rationnelle, pédopsychiatrique, voilà. Et en fait, ce qui fait l'équivalent de notre CMP est démédicalisé et dépsychiatrisé. Alors bien sûr, faire un truc comme ça en France, c'est la révolution chez les pédopsies, qui sont pour la plupart, qui travaillent en intersecteur. Et or, donc, on ne peut pas faire des réformes contre les soignants, ça c'est complètement absurde. Donc on ne peut pas faire une chose comme ça en France aujourd'hui. Alors d'abord, même si on voulait le faire, il ne faudrait pas le faire, mais en plus, est-ce que c'est bien? Ben je ne sais pas si c'est bien. J'en ai discuté avec les collègues français qui sont là-bas, qui sont quand même tentés, qui trouvent que ça a des bons côtés. C'est-à-dire qu'au moins ils se sentent valorisés et ils sentent que leur savoir clinique est reconnu et que pour eux c'est très narcissisant, quoi, voilà. C'est très narcissisant. Après en fait, le reste, on est vraiment dans quelque chose de complètement postmoderne. C'est-à-dire que il y a des petits spots de modernité comme ça. Voilà, on met des spots de DSM et de protocole, et puis derrière c'est une espèce de trucs très travailleur social, etc., très horizontal. Voilà, il y a une division du travail. Alors, avec des limites, vous voyez, c'est que le fait que ça soit très protocolisé, ils s'en plaignent, là, vous voyez, par exemple, il y a une clinique pour les bipolaires, une clinique pour les hyperactifs, etc. Alors qu'en fait, c'est bien que les patients, on dit des comorbidités, mais c'est pas ça, c'est que les patients sont compliqués et ils ont plein de choses. Et que les filières, ça marche. D'ailleurs, même eux s'en plaignent des filières. Même eux, et même les parents s'en plaignent des filières. Donc, alors, leur expérience est intéressante. Elle doit nous faire réfléchir à l'évolution de l'intersecteur. Alors,
Jusqu'où procéduraliser? C'est une vraie question. C'est vrai qu'en France, on a une allergie à toutes les procédures, hein, surtout en pédopsie. Hein. Alors, le mot algorithme diagnostic est un truc qui écorche la bouche, etc. Je comprends pourquoi, parce que ça va contre la complexité. Les situations sont complexes. Si on colle dessus systématiquement des algorithmes diagnostiques, c'est idiot, 2, c'est maltraitant pour les soignants, et 3, ça ne marche pas très bien. Donc je comprends qu'on soit critique. Néanmoins, refuser tout le temps toute forme de protocole, c'est aussi un peu facile, quand même, quoi. Quand même, même si on peut critiquer les maladies, et je suis le premier à le faire, mais quand même, dire état limite, c'est pas la même chose que dire dépression, c'est pas la même chose que dire trouble obsessionnel compulsif, c'est pas la même chose que dire anorexie mentale. Quand même, et même autisme, on voit quand même de quoi on parle, à la louche, et quand même, dans l'autisme, dans l'hyperactivité, dans l'anorexie mentale, il y a quand même des choses dont on sait que ça marche un petit peu mieux que d'autres. Et on pourrait quand même se mettre d'accord là-dessus et avoir un semblant d'homogénéité, parce que le fait qu'on a des pratiques hétérogènes, il faut être honnête, hein, entre pédopsychiatres, on a des pratiques hétérogènes. Moi, j'ai mercredi, donc avant-hier, j'ai reçu un patient, une patiente, avec une maman célibataire, abandonnée par le conjoint alors qu'elle était enceinte, etc., qui voit un pédopsychiatre, qui la voit 6 ou 7 fois, donc rien ne se passe, elle demande un compte-rendu, et dans le compte-rendu, il y a la forclusion du nom du père, parce que le père est parti, il n'y a pas laissé le nom. Alors moi, j'ai rien contre la forclusion du nom du père, c'est un concept qui n'est pas si inintéressant, mais enfin quand même, vous voyez, quand même... on peut aussi avoir un peu de pragmatisme et de dire, ben voilà, est-ce qu'elle a des problèmes patents à prendre en charge, et si oui, quelle forme de psychothérapie? Et d'ailleurs, est-ce qu'il était légitime que ce collègue la voie 6 ou 7 fois, alors qu'on a des listes d'attente énormes? Vous voyez, il faudrait quand même qu'on se mette un peu d'accord sur le cœur de notre métier. Voilà, il y a un compromis à trouver, je crois. Et je crois que la jeune génération est assez mûre pour trouver ce compromis. Alors après, la prévention. Big question en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aujourd'hui. Hein. La prévention, c'est un sujet, je crois que là aussi, c'est tellement en interaction avec la société que les pédopsychiatres ne devraient pas s'occuper au moins de prévention primaire, c'est-à-dire de dépister les nouveaux patients pour... Vous voyez, parce que qu'est-ce que ça veut dire que dépister des enfants qui ont un fondement psychique différent? Alors d'un côté, on va dire, si on est rationnel, on va dire, ben si, s'ils sont autistes, il faut des prises en charge précoces, donc on va dépister l'autiste, comme ça on aura des prises en charge précoces, et donc comme ça, ils vont aller bien. Super. Sauf que, et c'est là que je vous ressors mon essai randomisé, il y a eu un essai randomisé qui a été fait, où on a demandé à des étudiants, on leur a demandé, on leur a dit, ben voilà, on va vous faire un dosage des récepteurs à la dopamine pour voir si vous êtes muté ou pas. Muté, la mutation conduisant à une hyperactivité avec déficit de l'attention. Donc on fait les dosages, il y a à peu près la moitié qui sont mutés, la moitié qui ne sont pas mutés. On leur a fait faire des tests attentionnels, et bien sûr, ceux qui étaient mutés avaient un déficit attentionnel. Sauf qu'en fait, ce n'était pas vrai, on n'avait jamais fait le dosage, on leur a juste donné le résultat. C'est-à-dire que ça devient autoréalisateur. Et là, ce qui est fort, c'est que c'est montré. Si je vous dis, et donc vous vous rendez compte, si on dépiste, il y a des faux positifs, forcément. Si on a des faux positifs, et même si on fait attention aux parents, on dit, ah ben voilà, votre enfant, effectivement, peut-être qu'il y a un problème, on ne sait pas trop quoi, peut-être que ça serait un peu de l'autisme, mais on n'est pas sûr, etc. Eh ben, il peut se passer des choses. Donc vous voyez, or nous, on est en conflit d'intérêts par rapport à ça. Comme toujours, les médecins ne veulent jamais voir qu'ils peuvent faire du mal à leurs patients et aux gens. Vous voyez, mais quand c'est de la prévention, c'est une population. Et donc là aussi, je pense que de la même façon que le prix du paquet de cigarettes, c'est pas les médecins qui doivent le décider, c'est la politique, etc. Moi, je pense que le dépistage, c'est un enjeu de société. Ça n'est pas un enjeu de pédopsychiatre. Voilà, j'ai parlé très longtemps, beaucoup trop longtemps sûrement, mais j'espère qu'il restera un peu de temps pour qu'on échange. Et ça sera avec plaisir.